Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de la sclérose en plaques. Alors c'est quelque chose qui est revenu parfois sous mes vidéos en commentaire. Du coup je me suis dit ça vaut le coup peut-être de faire une vidéo sur le sujet. Qui plus est, c'est pas du tout une maladie rare, ça concerne à peu près 100 000 personnes en France. Du coup ça vaut le coup d'en parler, histoire que vous puissiez savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on a cette maladie, quels sont les symptômes, comment ça se manifeste, quel est un peu le pronostic de la maladie, histoire d'en savoir un petit peu plus sur le sujet. Et c'est ce qu'on va faire. Qui plus est, la sclérose en plaques, je pense en tout cas que de nom, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et c'est vrai que dans les maladies neurologiques, bon, c'est un petit peu mystique, c'est-à-dire qu'on n'est pas en médecine, on n'en connaît pas 4000. Si je vous dis un petit peu, citez-moi 3 maladies du système nerveux, vous allez me dire quoi? Vous allez réfléchir un peu, peut-être vous allez dire Parkinson, peut-être la maladie d'Alzheimer, vous allez peut-être réfléchir encore et dire ouais, sclérose en plaques. Mais est-ce que vous savez c'est quoi la sclérose en plaques et comment ça se manifeste? Non, pas forcément, et c'est pourquoi je fais cette vidéo. Comme ça, on va apprendre un petit peu. Du coup, on va commencer déjà par qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on a cette maladie? Donc, c'est une maladie qui concerne quoi? J'ai dit le système nerveux. Mais le système nerveux, c'est assez large. Ça va du cerveau jusqu'au bout des doigts. Et donc là, c'est le système nerveux central. C'est la tour de contrôle qui est atteinte, d'accord? Donc quand on dit central, c'est le cerveau et la moelle épinière. Le prolongement un petit peu du cerveau. Enfin, le prolongement tout court. Et du coup, c'est là que se passe quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a saigné? Est-ce qu'on a fait un genre d'AVC? Est-ce qu'on a une tumeur? Qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire comme beaucoup d'autres maladies comme la polyarthrite rhumatoïde, comme le lupus, etc. Ce sont des cellules à vous, de votre corps, qui, je sais pas, elles s'emballent, je sais pas qu'est-ce qui se passe, elles se retournent contre vous-même. Du coup, là, vous avez des cellules à vous qui agressent votre système nerveux central. Donc ça crée une inflammation et cette inflammation va donner les symptômes. Cette inflammation, elle ne va pas durer un jour et partir et ne plus revenir. On parle de maladie chronique, d'accord? C'est pas « Oh, la semaine dernière, j'ai fait une sclérose en plaques ». Non, je parle d'une maladie chronique. Vous avez une poussée inflammatoire et ça se répète, ça se prolonge, c'est chronique. Bon, on y vient un petit peu après dans les symptômes. Mais en tout cas, si vous deviez résumer à quelqu'un c'est quoi la sclérose en plaques, vous dites 1, c'est une maladie du système nerveux central, 2, c'est une maladie auto-immune, 2, ça crée une inflammation, et 4, c'est chronique, ça dure dans le temps. Voilà, déjà franchement, si j'étais votre prof, que je vous fais une interro surprise, vous mettez ça, je vous mets 20 sur 20. D'accord? C'est déjà très bien. Maintenant, la question, je sais que vous voulez savoir un petit peu c'est quoi les symptômes. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement pour ça. Mais avant d'aller aux symptômes, on va peut-être parler de ça concerne qui? Est-ce que la sclérose en plaques, ça arrive au bébé? Est-ce que c'est plutôt une maladie de la personne âgée? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive durant l'adolescence? Enfin bref, ça concerne qui? C'est plutôt le jeune adulte, entre 20 et 40 ans. C'est là que la maladie en général se développe. Alors, en médecine, pardon, il n'y a jamais de toujours, il n'y a jamais de jamais. En général, c'est-à-dire qu'il peut y avoir voilà, des cas particuliers avec un développement précoce, un développement tardif, ça existe. Maintenant, la règle dans l'absolu, c'est que pardon, ça concerne quand même l'adulte jeune. Entre 20 et 40 ans, c'est là qu'apparaît la maladie. Est-ce que ça concerne plus les hommes ou les femmes? Pas de chance, mesdames. Là, pour le coup, c'est quand même plus les femmes. Environ 3 femmes pour un homme, donc on a quand même une prédominance féminine. Donc voilà, on sait que la maladie apparaît plutôt entre 20 et 40 ans, plutôt chez les femmes. J'ai dit que c'était pas rare, c'est à peu près 100 000 personnes en France. Et du coup, après, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent amener à la maladie? C'est aussi intéressant de savoir si ça concerne qui, mais qui plus précisément? Est-ce qu'il y a des facteurs de risque identifiés? Donc c'est multifactoriel, c'est-à-dire c'est pas une chose, ok, vous avez la sclérose en plaques, non. C'est un ensemble, et comme pour beaucoup de maladies, avec les études, on essaye d'identifier des trucs qu'on remarque régulièrement. C'est bizarre, ça revient. Les facteurs de risque. Donc, on va avoir une prédisposition familiale, ça peut revenir. Mais après, dans les facteurs de risque plutôt environnementaux, l'environnement. Alors là, c'est intéressant. Bon, il y a quelque chose qui revient beaucoup, c'est le tabac. Ça, le tabac, ça revient, ça va revenir dans toutes mes vidéos. Donc, souvent, les gens pensent tabac, cancer pour la santé. Mais non, en fait, le tabac, j'ai pas envie de dire de gros mots, mais vous savez ce que je pense. Et du coup, ça peut provoquer plein de maladies. Donc, facteur de risque de sclérose en plaques. Après, truc intéressant, c'est le manque de vitamine D. Bon, ok.
C'est quelque chose qui a été remarqué, l'hypovitaminose D. Donc, c'est peut-être intéressant de le savoir, d'accord? Après, qu'est-ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est la localisation géographique. Il y a un gradient nord-sud. On trouve plus de sclérose en plaques dans les pays du nord que dans les pays du sud. Qu'est-ce qui peut expliquer ça aussi? Alors, il y a aussi la théorie hygiéniste, c'est-à-dire qu'on se dit que c'est une maladie auto-immune, et peut-être dans les pays en développement, pays d'Afrique, etc., le fait d'avoir été en contact plus souvent avec des agents infectieux, pathogènes et tout, ça a peut-être un effet protecteur. En tout cas, à l'inverse, chez nous, on a peut-être du coup plus cette prédisposition à faire une maladie auto-immune. Bon, ouais, c'est de la théorie, hein, mais bon, c'est des choses dont on parle, en tout cas, quand on parle de la maladie. Après, il y a du coup l'infection à certains virus qui sont mis en cause, comme l'infection au virus EBV, Epstein-Barr virus, et le virus de la mononucléose infectieuse. Donc attention, hein, je vous ai dit, c'est multifactoriel. Commencez pas à baliser, à paniquer si vous avez déjà fait la mononucléose, d'accord? C'est quelque chose qu'on remarque, voilà. C'est un facteur de risque potentiellement identifié dans la sclérose en plaques, mais comme je vous ai dit, c'est un ensemble. Et de toute manière, on va y venir, il faut les symptômes de la sclérose en plaques, il faut avoir la maladie pour en parler. Mais en tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant de voir que, voilà, comme pour tout, on a des facteurs de risque un peu identifiés. Maintenant, pour faire le plat, il faut le cuisiner. En tout cas, il faut que ça arrive, il faut que ça se développe à un moment donné. Et du coup, c'est ce sur quoi on va s'arrêter. C'est ce pourquoi, pardon, vous avez peut-être cliqué sur la vidéo. Quels sont les symptômes de la maladie? On y vient. Alors, la maladie, en général, elle va se manifester, elle va arriver un jour via une poussée. Une poussée, c'est-à-dire, bim, apparition des symptômes. Apparition des symptômes de manière assez rapide, subaiguë, c'est-à-dire quelques heures, voire quelques jours. Et là, on a les premiers symptômes qui débarquent. Ces premiers symptômes, on va avoir en gros deux grands types de symptômes. On va en avoir un très connu, qui est un symptôme ophtalmo. Donc, ça va être quoi? Ça va être une baisse de la vue, assez rapide, d'accord? Associée à une douleur au niveau de l'œil. Cependant, l'œil, il est normal, il n'est pas rouge, il n'y a rien de bizarre. Quand on fait un examen de l'œil, on retrouve pas grand-chose, d'accord? C'est après, quand on pousse les examens, qu'on voit qu'il y a peut-être quelque chose. Ça a un nom. Ça s'appelle la névrite. Névrite, inflammation du nerf, optique, l'œil, rétro, derrière, bulbaire, bah, l'œil, quoi, la boucle de l'œil. Donc, on appelle ça névrite optique rétrobulbaire. La norme, donc l'acronyme, c'est la norme. Et bah, pourquoi? Bah, tout simplement, je vous ai dit quoi? On revient au début. Est-ce que vous avez retenu la leçon? C'est quoi la maladie? C'est une maladie inflammatoire du système nerveux central. Donc, vous avez en fait une inflammation derrière l'œil, du nerf optique, et bim, on a cette baisse d'acuité visuelle, qui peut être associée parfois à une tache noire, enfin... En tout cas, la base de ce symptôme, c'est vraiment baisse d'acuité visuelle qui s'installe progressivement peut-être en quelques heures, associée à des douleurs, surtout quand vous bougez l'œil. Mais quand on regarde, bon, il n'y a rien de spécial. Ça, du coup, ça peut être un des premiers symptômes. Et ça s'explique par, en fait, l'atteinte, justement, du nerf optique. Tout simplement, voilà. Enfin, je penserai plus dans les détails, ça ne sert à rien d'être plus compliqué. Après, deuxième famille de symptômes qui vont revenir régulièrement pour inaugurer la maladie, c'est les symptômes dits de myélite. C'est quoi la myélite? Myélite comme moelle, it pour l'inflammation. Donc je vous ai dit, on revient toujours sur la même chose, inflammation du système nerveux. Vous avez une inflammation de la moelle là, qui passe dans le dos. Et la moelle, vous imaginez bien, c'est un gros câble et de là, il y a tout qui part, à droite, à gauche, les jambes, les bras. Et du coup, forcément, on va avoir des symptômes dans ces territoires. Donc avec, par exemple, perte de sensibilité, anesthésie, un bras, d'un seul coup, en quelques heures, vous ne le sentez plus. Et puis, voilà, c'est pas d'apparition brutale comme l'AVC, mais voilà, tout doucement, des sensations bizarres, fourmillement, puis engourdissement, anesthésie, on ne sent plus rien, peut-être des sensations bizarres de froid, de chaud, de brûlure, peut-être des symptômes aussi qui se rapprochent un peu de ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques. Ça, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à voir. Mais voilà, en quelques heures, voire quelques jours, paf, il y a un membre, une jambe, un bras qui n'existe plus, quoi, avec des symptômes un petit peu bizarres. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être un des premiers symptômes. Ok?
Si je vous donne des petits éléments un petit peu, on va dire, classe à savoir. Classe à savoir. En tout cas, quand on est médecin, c'est des trucs intéressants à savoir. Il y a quelque chose qui s'appelle le signe de l'ermite. C'est, voilà, chez certaines personnes, en baissant la nuque, ça va faire une décharge dans tout le long de la moelle épinière, plus ou moins des membres. D'accord? Ça témoigne un petit peu de l'inflammation qu'on a au niveau, justement, de la moelle. Et pour revenir sur les yeux, si je donne aussi encore un signe, un petit peu à la Dr House, classe à connaître, c'est le signe du TOF. C'est en fait, quand vous avez déjà fait votre névrite de l'œil, eh bien quand vous allez augmenter votre température de votre corps en faisant l'effort ou allant sous une douche très, très chaude, vous pouvez avoir à nouveau une baisse d'acuité visuelle. Ça, c'est des choses à savoir. Ça peut peut-être nous orienter aussi en tant que soit patient, soit médecin pour dire c'est bizarre quoi. Une fois, j'ai perdu un petit peu la vue comme ça sur 2-3 jours, c'est revenu. J'ai pas consulté. Dans les mois qui suivent, bah, c'est bizarre. À chaque fois que je prends une douche chaude ou que je vais faire du sport, j'ai la vue qui baisse et après ça revient dès que j'ai refroidi. Quand même, dites-moi pas que c'est pas intéressant à avoir en tête ce genre d'informations. Donc voilà. Donc ça, c'est les grands symptômes. Après, on peut avoir des symptômes qui vont s'installer dans les suites de la maladie plutôt, avec par exemple les troubles sphinctériens, le fait d'avoir des fuites, en gros, d'avoir des difficultés à se retenir, des difficultés à faire pipi. On peut avoir les douleurs neuropathiques, ça j'ai fait une vidéo sur le sujet, qui peuvent s'installer. Et avec le temps, des troubles de la marche, une spasticité, c'est-à-dire les membres un peu raides, mais ça c'est plus dans l'évolution de la maladie. Et cette maladie, elle évolue comment? Eh bien, dans une grande partie des cas, quand même, elle est sous une forme rémitante, c'est-à-dire vous faites une poussée, ça dure le temps que ça doit durer, et puis après elle part. Et puis des fois, vous pouvez rester 1 an, 2 ans, il ne se passe rien. Après, ça revient. D'accord? Et d'ailleurs, le diagnostic de sclérose en plaques, il va se faire sur ça, sur le fait qu'en fait, il y a eu plusieurs épisodes de symptômes chelous, hein, entre guillemets. Ça peut se mettre un peu en évidence avec les IRM, mais des fois, juste voilà, avec la description. Vous voyez? Donc, il y a ce côté important d'événements dans le temps, hein, qui est important pour définir la sclérose en plaques. Je me suis perdu, je ne sais même plus ce que je disais. Ouais, donc on a des formes rémitantes, donc des poussées. On peut garder des séquelles de cette poussée, comme par exemple une baisse de la vue, une anesthésie au niveau d'un membre, un trouble sphinctérien, qui va rester stable entre les poussées, et puis voilà. Après, on a une forme, on va dire, secondairement progressive, c'est-à-dire, bah, plus le temps passe, et plus en fait, ça va être une maladie évolutive, progressive. On va avoir des séquelles de plus en plus présentes qui vont s'installer, qui vont persister dans le temps, qui vont durer et qui vont être source de handicap. Et après, on a la forme un peu, on va dire, méchante de la maladie. C'est celle qui est directement progressive. Dès que ça commence, ben, en fait, c'est une évolution avec que des séquelles qui perdurent dans le temps. Voilà, source de handicap aussi. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Après, du coup, voilà, on en a parlé des symptômes. Bon, les traitements, ça vaut le coup peut-être de faire une vidéo sur le sujet, parce que c'est peut-être un peu technique. On a à la fois les traitements, 1, des poussées, le traitement 2, de fond, de la maladie, 3, le traitement pour soulager tous les symptômes qui viennent avec le temps de la maladie, d'accord, comme les problèmes urinaires, les problèmes de spasticité, etc. On fera peut-être une vidéo sur le sujet. L'idée de cette vidéo, c'était 1, savoir c'est quoi la sclérose en plaques, et 2, comment ça se manifeste. Peut-être que vous allez me poser une question, comment on fait le diagnostic? Bah, le diagnostic, en fait, c'est un faisceau d'arguments, c'est un ensemble. C'est déjà tout ce que vous venez de décrire. Le fait que dans le temps, voilà, il y a eu plusieurs événements, d'accord? 2, avec les examens, comme par exemple les IRM, avec injection de produits et tout, on voit qu'il y a différentes zones du cerveau qui ont été touchées à certains moments. On se dit, ah ok, ouais, c'est plus ou moins compatible. 2, la ponction lombaire, on prend un peu de liquide au niveau dans la colonne, et on analyse, on voit s'il y a des signes d'inflammation, vous faites ça, plus ça, plus ça, plus ça, bim, diagnostic, sclérose en plaques. Enfin bref, cette vidéo était peut-être un petit peu compliquée, un petit peu technique. En tout cas, je sais que la sclérose en plaques, c'est un sujet qui va intéresser certaines personnes et d'autres non. Hein. De toute manière, je fais un peu de tout et puis vous prenez un petit peu ce que vous aimez, hein, dans les informations, dans les sujets. Mais voilà, c'est quand même pas une maladie rare, c'est une maladie du système nerveux, assez connue, mais en même temps peu connue, dans le sens où on ne sait pas trop ce que c'est. Donc ça valait le coup de prendre combien de temps? J'ai parlé 14 minutes quand même.
Bah, pour les courageux qui sont encore là, bravo, félicitations. Et puis, du coup, bah, écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Moi, je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.